On a compris ce que signifiait réellement chercher 2 aiguilles dans une botte de foin. 2 chevaux dans une steppe kirghize, c'est exactement la même chose, c'est aussi compliqué. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Et aujourd'hui, dans mon micro, 2 nanas qui ont répondu à l'appel de l'aventure. Alors que tout le monde leur disait « c'est irréalisable », elles l'ont fait. Traverser le Kirghizistan à cheval pendant 4 mois, 1650 km avec 3 chevaux, un chien et surtout sans guide. 2 sœurs vraiment formidables et je les laisse d'ailleurs se présenter pour commencer. Donc Élise, moi je suis la petite sœur dans l'aventure, j'ai 35 ans et j'habite à Lyon. Léopoldine Després, donc la grande sœur, j'ai 37 ans et j'habite dans l'Orne. Je suis paysanne, j'élève des vaches laitières. Et moi je travaille avec des jeunes décrocheurs scolaires. Élise et Léopoldine Després, 2 sœurs normandes et nomades qui se sont organisées dans leur boulot d'agricultrice et d'éducatrice pour partir 4 mois et vivre leur rêve d'enfant. Elles ont même écrit un livre, Cavalière, la chevauchée kirghize, paru chez Transboréal. Je les ai rencontrées pendant le dernier festival du film et du livre d'aventure de La Rochelle, le FIFAV. Tu peux retrouver cet entretien dans AR, actuellement en vente avec la Bretagne en cours. Et l'aventure, elle est née comment, cette idée-là ? Elle est née d'un rêve de gamine qu'on avait toutes les deux. On a parcouru les plages normandes à cheval. Et donc ça a nourri un peu notre imaginaire, des lectures aussi qu'on nourrit notre imaginaire du voyage à cheval et de la liberté qu'on imaginait, qu'on y mettait. Et donc c'est parti un peu d'un pari à Noël. On s'est dit chiche, on a un créneau toutes les deux ensemble, chiche, on part. On fait ce voyage toutes les deux. Et on part au Kirghizistan, pourquoi ? Parce que ça nous fait rêver, parce qu'on n'arrive pas à prononcer le nom de ce pays. Et on s'est dit, en quelques mois, on va peut-être y arriver. Parce que les Tian Shan, parce que les Monts Célestes, parce que tout l'imaginaire autour des routes de la soie, parce que les livres des Lamaillard, enfin, tout un tas de choses qu'on nourrit plein d'idées un peu folles, plein de fantasmes et l'envie d'aller se plonger dans des montagnes où il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de route. Et vraiment, il y a juste la steppe pour s'y perdre entre frangines. Oui. Je crois que c'est ça qui nous a donné envie. Alors ça commence avec la recherche des chevaux quand vous arrivez sur place. Oui, vaste projet effectivement d'acheter 3 chevaux. L'idée étant de trouver des petits chevaux kirghizes avec toute leur bonne réputation, donc des chevaux de montagne en fait, avec le pied sûr. Donc il a fallu aller dans le sud du pays, le sud très montagneux, où on pouvait trouver des élevages et puis des bazars, des marchés aux bestiaux où on espérait pouvoir trouver ces petits chevaux kirghizes. Ouais. Et au final, on a trouvé ces 3 chevaux qui ne se connaissaient pas forcément à la base. Donc eux n'étaient vraiment pas convaincus par l'idée de partir ensemble et encore moins de partir avec nous. Donc il a fallu vraiment apprendre à faire connaissance avec les chevaux qui allaient nous accompagner pendant quelques mois, dont notre survie allait dépendre accessoirement quand même parce qu'on s'apprêtait à se plonger dans ces monts célestes à leur côté. Donc ouais, ça a été quand même un point très important du voyage, mais qu'on a réussi à mener à bien grâce aux Kirghizes qu'on a rencontrés sur place. Enfin, ils nous ont aidés dès cette étape-là, ils nous ont guidés, y compris dans l'achat des chevaux et après dans l'achat aussi de tout le matériel, le harnachement, les selles, les filets, qui allaient être parfaitement adaptés à ces petits chevaux. On a amené très peu de choses de France parce que on espérait pouvoir trouver sur place le bon équipement qui allait leur convenir aussi. Parce que de fait, ils sont semi-sauvages. Ouais, ils vivent en liberté les 3/4 de l'année. Ils sont récupérés à la saison estivale, au moment où tout le monde monte avec les troupeaux en montagne. Donc oui, ils n'ont pas la même notion que nos chevaux français de la domestication, effectivement. Ouais. Et ils sont restés semi-sauvages un certain temps, hein, même avec nous quand même. Ils ont gardé cet esprit sauvage. Oui, vous avez eu quelques mésaventures avec eux. Effectivement, quelques fugues, ouais, dont une fugue qui a duré 3 jours quand même, dans la vaste vallée de l'Aksai, tout au sud du pays. Donc pour les retrouver, ça a été oui, quelques frayeurs avant de pouvoir les remettre la main dessus. Ouais. On a compris ce que signifiait réellement chercher 2 aiguilles dans une botte de foin. 2 chevaux dans une steppe kirghize, c'est exactement la même chose, c'est aussi compliqué. Vous pouvez nous décrire un peu le parcours quand même avec les noms et le temps passé ? C'est un voyage qui a pris 4 mois en tout, donc à peu près 1600 km. On estime grossièrement, on n'avait aucun moyen de mesurer, puis ce n'était pas l'objectif. Et donc le parcours, on est parti du sud du pays, donc pas loin de la frontière chinoise. On a franchi le col de Tashrabat.
un col à 4000 mètres d'altitude, qui nous a projetés dans la vaste vallée de Laksai, donc qui suit la frontière chinoise sur une cinquantaine de kilomètres. Puis après, on est redescendu un peu vers la vallée Narine, donc on a perdu un petit peu en altitude, et redescendu tranquillement vers le lac Issyk-Kul, qui est le grand lac transfrontalier entre le Kazakhstan et le Kyrgyzstan, une mer intérieure immense, magnifique. Et puis après, on est remonté un petit peu vers l'est du pays pour passer la frontière kirghiz-kazakh. Et puis après, on est remonté vers le nord du Kazakhstan. Donc l'objectif, c'était le massif de l'Altaï, tout au nord du Kazakhstan. Donc on a suivi les monts Célestes en fait vers le nord, donc toujours en longeant un peu la frontière chinoise tout à l'est du Kazakhstan. Il y a un dicton dans votre livre, donc Cavalière, les chevaux sont les ailes des Kirghizes. En effet, les chevaux sont les ailes des Kirghizes parce que ils les utilisent en fait pour tout un tas de choses, les Kirghizes, c'est-à-dire qu'ils sont posés sur le dos d'un cheval très très rapidement déjà. Ils les utilisent comme moyen de locomotion pour se déplacer dans la steppe. Ils les utilisent aussi comme moyen de survie pour survivre dans les hauts plateaux quand ils montent en estive. Ils les utilisent pour du commerce, ils les utilisent pour le lait de jument pour fabriquer le koumis. Ils le mangent aussi, ça peut être une ressource en nourriture. Donc oui, c'est vraiment un compagnon de vie pour eux. Il y a une relation qui se noue, en tout cas, entre le Kirghiz et son cheval, qui est vraiment très, très, très puissante. Ouais. Donc, c'est vraiment un allié, en tout cas, dans les steppes. Et on le retrouve beaucoup dans les légendes et les chansons kirghizes. Le cheval a toujours une place prépondérante. Ouais. Et est-ce qu'ils sont devenus vos ailes aussi à vous ? Complètement, ouais. Ils nous ont permis de voler effectivement d'une vallée à l'autre, en quelque sorte, et de nous guider surtout. La montagne, c'est moins notre élément. On est normand, donc on est plus habitué aux plages normandes qu'aux montagnes. Et eux, ils connaissaient leur montagne, en fait, donc ils avaient le pied sûr. Donc ils nous ont permis, effectivement, ils nous ont guidés à travers les pierriers, etc., pour franchir l'école et passer d'une vallée à l'autre. Donc ils nous ont emmenés avec eux pendant ces 4 mois de voyage, quoi. Et vous n'aviez pas de carte ? Comment vous avez fait pour vous frayer un chemin dans ces immensités ? On avait quand même réussi à trouver des cartes à Bishkek, la capitale du Kirghizistan, avant de partir. On avait donc des cartes papier, on avait une boussole, beaucoup de naïveté, un petit peu d'audace, et on est parti avec ça. Le Kazakhstan, ça a été autre chose, parce que c'est pas un pays qui est cartographié. Et surtout, en utilisant cette base de cartes, on se fiait surtout aux conseils des bergers qu'on croisait, parce que eux connaissent leur montagne, eux savaient très bien si l'école était praticable ou non à cette période-là de l'année, s'il y avait trop de neige, ou si au contraire ça pouvait passer. Donc en fait, oui, les meilleurs guides étaient nos chevaux et ensuite étaient les bergers qu'on rencontrait vraiment sur place. Donc on a construit un itinéraire avec cette espèce de boussole qui nous guidait vers l'Altaï, cet objectif très lointain. Et ensuite, au fur et à mesure des ressources en eau en arbre qu'on trouvait, des ressources qu'on avait en nous, juste si on était trop fatigué, trop épuisé. Et voilà, on avançait petit pas par petit pas, vraiment jour après jour. Et la contrainte donc, ou la chance de voyager avec des chevaux, comment ça se fait ? La chance, c'est de pouvoir être autonome, de porter beaucoup de nourriture, en fait. Et le cheval, après, il suffit de suivre un itinéraire qui ait suffisamment d'eau et d'herbe pour les chevaux. Mais ça nous a permis, effectivement, d'avoir jusqu'à 3 semaines d'autonomie, voire un peu plus dans nos sacoches, et d'aller nous perdre un petit peu dans les montagnes. La grande chance aussi, c'est le vecteur de rencontre qu'est le cheval. En fait, c'est un peu notre communication avec les gens qu'on rencontrait. On était vus comme des cavalières avant d'être vus comme des touristes. Donc le premier contact et l'accueil s'est fait très facilement. Vous étiez jaugé aussi sur la tenue de vos chevaux, si j'ai bien lu. Il fallait que le cheval soit bien tenu. Effectivement, les gens qu'on croisait, ils commençaient par regarder les chevaux et vice-versa, on regardait leurs chevaux aussi. Si les chevaux étaient beaux, en bonne santé, etc., oui, là, le dialogue était beaucoup plus simple. Il y avait vraiment cet amour commun des bêtes, enfin juste des bêtes bien tenues, de l'élevage. Et c'est devenu vraiment une langue commune avec les bergers, les familles qu'on rencontrait. Il y a vraiment ce point commun qui était grandement facilité par nos chevaux. Vous êtes autonome, donc vous avez votre petite tente, mais n'empêche, vous pouvez profiter aussi de l'hospitalité tout au long de cette route. Ouais, l'hospitalité des Kirghizes qui est assez magique, des hommes de montagne aussi, des hommes et des femmes de montagne, je pense qu'elle est assez universelle. Et l'hospitalité qui pouvait être sous la forme d'un thé qu'on nous offrait en journée quand on croisait une yourte. On s'arrêtait 1 heure ou 2 le temps de discuter et de se réchauffer autour d'un thé chaud. Ou effectivement le soir, si on arrivait à proximité de yourte pour poser notre tente, la première chose qu'on faisait avant de monter notre tente, c'était d'aller voir la yourte et les habitants et de leur demander si ça leur posait pas de souci qu'on pose notre tente à côté. Et bien souvent, ils étaient surpris par la question parce qu'il n'y a pas de notion de propriété privée. Effectivement, on peut s'installer où on veut.
Et bien souvent, ils nous disaient que non, on n'allait pas monter notre tente, mais on allait dormir avec eux sous la yourte, bien au chaud. Et par contre, après, rapidement, ils étaient impressionnés de la rapidité avec laquelle nous, on arrivait à démonter notre petite yourte. Parce que ça peut prendre une journée entière, alors que nous, en quelques minutes, on arrivait à plier notre maison. Et donc ça aussi, c'était source de discussions et de beaucoup de blagues et de rires entre nous. Quand on entre dans une yourte, on met d'abord le pied droit. Ok. Alors j'aime bien quand vous parlez quand même de comment ça s'installe la nuit dans la yourte, raconte-moi. Effectivement, la nuit, c'est tout un rituel qui est toujours un petit peu le même. La yourte, il y a toujours les mêmes choses. Donc il y a le poêle dans un coin, les affaires de cuisine, de toilette, etc. accrochées sur les parois, le sol qui est recouvert de tapis, la table basse qui est au milieu de la yourte, qui est le pivot central de la yourte pour l'accueil, etc. Et puis derrière la table, il y a toute une pile de couvertures. Donc quand vient la nuit, on prend la table basse, on la met contre une paroi, on étale les couvertures sur le sol de la yourte, on couche tout le monde en rang de sardines les uns à côté des autres, et on recouvre tout le monde de couvertures, et tout le monde passe une bonne nuit comme ça. C'est vraiment une bonne nuit. Ah oui, oui. En fait, il y a quelque chose d'assez magique qui opère, c'est qu'on est collé à la steppe. Et en fait, c'est comme si on ressentait une espèce de vibration. On est vraiment collé à ce sol incroyable. Donc, on est collés les uns aux autres dans une horizontalité commune, juste avec le tunduk, cette ouverture de la yourte au-dessus de notre tête qui laisse parfois entrevoir la voûte céleste au-dessus de nous. Et ouais, il y a quelque chose de très fort. On est collés les uns aux autres. On sait qu'on doit tous survivre les uns avec les autres. Alors certes, on se retrouve en grande proximité avec le voisin qui, comme par hasard, est arrivé le soir même parce qu'il savait qu'il y avait 2 touristes de passage. Son haleine se retrouve à 2 centimètres de la nôtre. Donc ça crée quelques moments, encore une fois, très drôles. Mais ouais, non, c'est des moments incroyables. Et ouais, cette hospitalité, on se la prend en plein cœur. Enfin, ouais, elle est vraiment très, très forte. En tout cas, il y a une boisson qui fait pas forcément l'unanimité, le koumis, raconte-nous. Le koumis, c'est la grande tradition estivale des Kirghizes pour leur plus grand bonheur. C'est le lait de jument fermenté. Donc ils ont tous un petit troupeau de juments qui traient 5 fois par jour pour fabriquer cette fameuse boisson. Donc ils versent le lait frais dans un grand bidon qui est avec des ferments lactiques, donc ça fermente très légèrement. Et puis à longueur de journée, ils utilisent un grand manche en bois qui s'appelle le bishkek. Et pour baratter en fait le lait, pour l'aérer, donc c'est un breuvage qui est assez mousseux, qui est assez aéré, et en fait qu'ils offrent aux visiteurs, à la famille qui vient les voir au Jailo, donc qui sont les campements d'été, et puis aux touristes comme nous qui passons. Donc c'est une boisson qui est un petit peu acide, un petit peu acre, qui est dur à décrire, mais qui est très riche en protéines, donc, et puis qui nécessite un grand travail en fait. Tout l'été, ils travaillent énormément pour faire cette boisson, donc c'est fortement apprécié. Sauf par Élise. Voilà, qui est dur à décrire et dur à digérer, et dur à apprécier, je pense. Ouais. Clairement, non, moi, j'ai pas eu cette facilité pour m'y faire. Et oui, c'était... Enfin, encore une fois, on voit que c'est une grande marque d'hospitalité. C'est quelque chose qu'ils partagent, donc on a envie de partager ça avec eux. Mais quand le liquide entre en bouche, il se passe une autre expérience quand même. Et là, oui, nos petites papilles gustatives normandes, elles sont mises à rude épreuve. Ouais, moi, j'ai pas réussi à m'y mettre, non. Et alors, côté vestimentaire, sur la couve, on vous voit donc de dos avec les chevaux et le chien, je crois qu'il y a le chien aussi, puisqu'il a fait partie de l'aventure. Mais vous êtes habillés en treillis, quoi. On dirait des militaires, là, dans la steppe. En fait, on a choisi de s'équiper un petit peu sur les bazars, sur les grands marchés. Et dans les marchés, on trouve beaucoup de vêtements militaires, en fait, des rebuts des vêtements militaires, qui sont assez chauds et assez confortables, en fait, donc assez pratiques. Donc on a adopté la même tradition que les Kirghizes. Les bergers kirghizes, on les voit souvent en treillis militaires, parce qu'en fait, c'est des vêtements très pratiques, quoi. Et nous, ça nous permettait de nous déplacer dans la steppe en toute discrétion. On était noyés dans la masse. Et quand les femmes vous voient arriver à cheval avec vos tenues de treillis ou quoi, comment elles vous voient ? Comment elles nous voient ? Alors elles sont bien plus délicates et bien plus belles que nous. Elles portent souvent des fichus, des bijoux. Enfin, en fait, ouais, elles sont très apprêtées. Elles sont magnifiques, donc on avait l'air bien ridicule à côté d'elles. Et en fait, elles nous voient. Elles ont les mêmes réflexes que leur mari, que leur frère, que leur père. C'est-à-dire que rapidement, elles prennent les brides de nos montures, elles vont les accrocher dehors, elles nous poussent à l'intérieur de la yourte. On enlève tout cet accoutrement, elles enlèvent le leur. Et en fait, on se retrouve juste entre femmes. Et là, on commence à partager beaucoup de choses. Et
et on se trouve pas mal de points communs en fait. Enfin, il y a cette urgence à nous mettre un bol de thé fumant dans les mains, et des fois on se regarde juste pendant de longues minutes, le temps un petit peu de poser, parce que parfois on a juste eu le temps de s'abriter d'un orage, on a eu peur, et en fait elle nous laisse le temps de s'imprégner un petit peu de cette ambiance de la yourte, et puis petit à petit les langues se délient, on arrive à discuter, soit en faisant des gestes, soit avec quelques rudiments de russe ou de kirghize qu'on a, et on commence à discuter des enfants, des maris, du mariage, de plein de choses, et on se rend compte que peu importe où on est sur cette belle planète, on se pose les mêmes questions, quoi. Enfin, il y a beaucoup de points communs en fait entre une femme kirghize et une femme française, et nous on a eu cette chance, en étant deux femmes, d'avoir accès à ce monde des femmes qui est parfois très éloigné pour les hommes, et en fait il y avait beaucoup de confiance, beaucoup de proximité, là aussi beaucoup d'humour avec les femmes qui rapidement nous ont dit: vous avez une bague, c'est sûrement une alliance, mettez-la de l'autre côté. Au Kirghizistan, elle se met sur cette main-là. Donc voilà, elles nous ont aidés à vraiment essayer de rendre beaucoup plus crédible ce petit mensonge qu'on portait avec nous. Et le plus dur dans cette traversée, ce serait quoi ? Je pense que le froid et la faim, ça a été un peu... on l'a un peu sous-estimé avant de partir. Donc on n'était pas assez équipés, pas assez préparés. Après, on a réussi à faire avec. Mais ça a puisé pas mal sur nos réserves dès le début du voyage. Et puis le plus dur, je pense, ça a été d'arrêter en fait. Ça a été la fin du voyage, de revendre les chevaux, de les laisser là-bas. Ça a été très dur aussi. Ouais. Indéniablement, la déchirure que c'est de devoir se séparer de ses compagnons de vie. Enfin, on a complètement fusionné avec nos animaux. On savait très bien qu'on ne pourrait pas les ramener, mais il n'y a rien qui peut préparer à ce dernier jour, à ce dernier instant. On vient se coller une dernière fois à côté d'eux et on doit s'en séparer. Ça, je pense que c'est le plus dur. Après, je te rejoins complètement sur la difficulté d'aller trouver les ressources en nous pour passer ces dernières heures de la nuit où en fait on grelotte de froid, on perd beaucoup trop de calories, beaucoup trop de degrés. Mais le corps humain est incroyablement résilient et incroyablement fort, et on arrive à trouver ces ressources. On arrive à les trouver aussi parce qu'on est l'une avec l'autre et que la survie de l'autre est bien plus importante que la nôtre, quoi. Donc en fait, on survit pour l'autre avant tout, et on arrive comme ça à passer nuit après nuit, jour après jour, et aussi parce que il n'y a pas un moment dans la journée, on n'est pas émerveillé par la chance qu'on a de pouvoir parcourir ces steppes. Donc c'est ça qui nous fait tenir aussi, ouais. Mais ouais, l'attachement des bêtes, c'est quand même ça le plus dur, ouais. Et vos ailes, du coup, elles se sont agrandies pendant ce voyage ? Ouais, elles se sont agrandies, ouais. Je pense aussi on est parti sans trop se préparer sur les pays qu'on allait traverser, parce qu'on voulait pas arriver avec des a priori ou des préjugés sur les peuples qu'on pouvait rencontrer, et on voulait arriver sur une page vierge. Et donc je pense que on avait confiance aux gens, mais forcément on avait des peurs et des appréhensions avant de partir. Et le fait de rencontrer toutes ces personnes et toutes ces élans de générosité, ces conseils, les Kirghizes, ils ont eu une manière bien à eux de nous aider. En fait, aucun Kirghize nous a jamais dit ça va pas être possible, le faites pas, ça va être trop dangereux. Ils projetaient jamais leur peur. Par contre, tous à leur manière, en resserrant un nœud, en nous rajoutant des cordes dans nos sacoches ou en nous donnant à manger, à leur manière, ils nous ont énormément aidés. Et donc en fait, je pense que nos ailes se sont agrandies aussi dans cette foi en l'humanité et en le fait de se dire que quelles que soient les coutumes et les traditions ou les appréhensions qu'on peut avoir envers des gens qu'on ne connaît pas, mais en fait, l'humanité est quand même merveilleuse, quoi, où qu'on soit et quelles que soient les coutumes des gens. Merci à Élise et Léopoldine Desprez pour cet entretien. J'ai adoré cette rencontre et j'espère que toi aussi. Un livre est né de cette aventure, Cavalière, la chevauchée kirghize, paru chez Transboréal. L'interview est à déguster dans le dernier AR, en kiosque actuellement avec la couve sur la Bretagne, et c'est le numéro 72 de l'automne. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook, TikTok. On a même une chaîne YouTube et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire ou une bonne note, ça nous fait très plaisir. Et on est bien sûr sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.